tous, bienvenue dans cette troisième émission déjà de notre rendez-vous mensuel J'y pense et puis j'oublie consacré à la maladie d'Alzheimer. Pour les nouveaux venants, soyez les bienvenus dans cette émission. En effet, si vous êtes concerné personnellement par la maladie d'Alzheimer, si vous accompagnez un proche aidant ou si simplement vous cherchez un autre regard sur la maladie, cette émission est faite pour vous. Ce programme vous est proposé tous les mois par l'association Delta 7 et la fondation Médéric Alzheimer. Lors de nos précédentes émissions, nous avons revu en détail ce qu'était la maladie d'Alzheimer, l'état de nos connaissances, nous avons vu les parcours de soins, les parcours d'accompagnement et lors de la seconde émission, nous nous sommes intéressés plus spécifiquement à l'accueil des personnes ayant des troubles cognitifs aux urgences. Vous pouvez revoir ces deux émissions sur le site web de l'association Delta 7 TV. Aujourd'hui, nous allons explorer une nouvelle thématique, une thématique dont l'intérêt et les applications ne cessent de se multiplier ces derniers temps pour l'accompagnement des personnes atteintes de troubles cognitifs ainsi que leurs proches aidants. Je veux parler du sport et des activités physiques adaptées. Pourtant, pendant longtemps, la pratique d'activité physique n'était pas une recommandation de premier plan pour la maladie d'Alzheimer ou les troubles cognitifs. D'ailleurs, de manière générale, en France, la pratique sportive utilisée pour ses vertus thérapeutiques est un phénomène plutôt récent. Au XXe siècle, nous avons connu le sport compétition, puis très progressivement le sport santé en termes de prévention des risques, mais ce n'est qu'en 2011 que le sport est enfin reconnu comme étant une thérapeutique non médicamenteuse par la Haute Autorité de Santé. Quelques années plus tard, fin 2016, la loi de modernisation de notre système de santé autorise la prescription par le médecin d'une activité physique dispensée par des professionnels, le sport sur ordonnance. C'est donc très récent. Encore faut-il que le sport en question soit adapté aux personnes qui sont fragiles, malades ou handicapées. Le concept d'activité physique adaptée est ainsi apparu pour identifier quelles étaient les activités que l'on pouvait ajuster aux capacités physiques et fonctionnelles des personnes particulièrement atteintes, par exemple, ayant des troubles cognitifs. Les bénéfices de ces activités adaptées sont d'ordre métabolique, sont d'ordre articulaire, musculaire, cardiaque, neurologique, voire immunologique. En ce qui concerne la maladie d'Alzheimer, les études démontrent de plus en plus et désormais que les activités physiques génèrent des effets positifs sur le cerveau lui-même, notamment en améliorant la vascularisation et en favorisant la plasticité cérébrale. Ainsi, le sport, c'est bon pour le corps, mais pas seulement. La pratique d'une activité physique adaptée, qu'elle soit individuelle ou collective, comporte de multiples apports, notamment permettent de ralentir la survenue des troubles cognitifs et enfin d'améliorer la qualité de vie des personnes malades. Et à la veille d'un déconfinement progressif, quoi de plus stimulant d'évoquer ensemble toutes ces activités qui nous ont tant manqué et que nous allons retrouver d'ici peu. Nous allons tout de suite approfondir ce sujet ô combien passionnant avec notre premier invité, M. Olivier Coupry. Merci de nous rejoindre. Donc, vous êtes gérontologue, responsable de projet innovation sociale à la Fondation Médéric Alzheimer. Une première question, Olivier. J'ai déclaré en introduction de cette émission l'intérêt du sport pour les personnes atteintes de troubles cognitifs et d'une maladie d'Alzheimer en particulier. Est-ce que vous me rejoignez sur ces affirmations ? Oui, alors tout à fait, Christophe, je vous rejoins, puisqu'effectivement le sport pratiqué de façon régulière et adaptée en individuel ou en collectif permet d'améliorer la qualité de vie et le bien-être alors de la population en général et bien entendu et plus en particulier des personnes ayant des troubles cognitifs. N'oublions pas aussi leurs proches aidants. Alors pourquoi ces effets-là ? Eh bien parce que le sport comme vous le soulignez, a de multiples apports, de multiples effets. On pourrait notamment citer son effet en termes de prévention. Il a des effets préventifs puisqu'il permet de retarder la survenue des troubles cognitifs. Il permet aussi de ralentir l'avancée de ces troubles. Il y a aussi des effets, bien évidemment, au niveau du métabolisme, au niveau du corps physique.
En termes de stimulation physique, on peut parler de l'assouplissement, du renforcement musculaire, de l'amélioration des capacités cardio-respiratoires. Il y a aussi des effets cognitifs, hein, avec un travail sur les capacités attentionnelles, la concentration, la coordination motrice. Le sport permet de soutenir l'autonomie fonctionnelle, il permet de diminuer les douleurs, il permet aussi de diminuer le risque de chute. Il a aussi des effets sur l'anxiété, il permet un apaisement, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est utilisé comme levier d'accompagnement en termes de gestion aussi des troubles du comportement. Ça a aussi des effets sur la prise de médicaments, en diminuant justement l'utilisation des psychotropes, des antidépresseurs. Et puis il y a aussi toute une série d'effets au niveau relationnel, puisque le sport est source d'interactions sociales. Il permet de développer les liens sociaux, d'enrichir et de soutenir la relation entre l'aidant et l'aidé, hein, au niveau familial. Et puis on peut aussi souligner tout l'intérêt du sport en termes d'inclusion sociale. Alors c'est à ce titre-là que je vous rejoins, et puis effectivement on peut aussi se féliciter de l'avancée de la reconnaissance du sport par les pouvoirs publics. L'HAS, hein, bien entendu, qui a reconnu l'activité physique adaptée comme une thérapeutique non médicamenteuse. Et puis on peut aussi citer l'OMS pour laquelle en fait l'activité physique des personnes âgées est un domaine prioritaire dans sa stratégie sur l'activité physique au niveau de la région européenne. Voyez. Donc, et enfin, on peut aussi rappeler qu'au vu des évolutions démographiques de nos sociétés, avec une avancée du vieillissement et une augmentation du nombre de gens ayant la maladie d'Alzheimer, eh bien, le sport recoupe aussi un véritable enjeu de santé publique. Merci. Donc effectivement, de nombreux apports, et nous y reviendrons tout au long de cette émission. Le sport et ses activités sont l'une des thématiques qui est très investie par la Fondation Médéric Alzheimer ces dernières années. Pourquoi et comment vous vous êtes intéressé à ce sujet en particulier? Alors, on s'est intéressé à ce sujet un peu pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer, hein, bien entendu. Si vous voulez, ça nous a mis sur la voie d'opérations de soutien à des initiatives qui justement relèvent tous ces défis et tous ces enjeux, des initiatives à la fois pertinentes et innovantes. Et c'est ce qui nous a amené à soutenir, à valoriser aussi des initiatives, des actions portées souvent par des acteurs de terrain très enthousiastes. Ok, et quelles sont les activités physiques que vous avez remarquées, qui ont été primées ou qui ont été spécifiquement reconnues par les travaux de la Fondation, notamment comme étant bénéfiques pour la maladie d'Alzheimer? Alors repérés, il y en a beaucoup, hein, oui. Puisqu'il y a finalement quand même beaucoup de sports qui peuvent se prêter à ce type qui peuvent être utiles et bénéfiques pour les personnes ayant la maladie d'Alzheimer ou maladie apparentée. L'importance, c'est beaucoup dans l'approche, hein, dans la façon de s'y prendre aussi. Peut-être certains sports ont des avantages par rapport à d'autres. Il y a ça aussi à prendre en compte, on va en parler après. Alors là, je pense notamment il y a des sports un peu pour lesquels on est habitué, hein, à les associer aux personnes âgées. Je pense à l'aquagym, la gymnastique douce, la randonnée. Mais vous avez des sports plus inattendus, plus inhabituels, l'escrime, la boxe, le tennis de table. On aura la possibilité d'y revenir tout à l'heure avec l'un de vos invités. Et puis aussi le basket. Tout à fait. Alors le basket, qui est quand même une activité très intéressante, et ça me fait penser à cette association Ciel Bleu, je ne sais pas si vous connaissez. Oui, tout à fait. Alors Ciel Bleu, qui est une association dont justement l'action prioritaire est vraiment avoir comme objectif vraiment les activités physiques adaptées. Et nous allons discuter de ces activités avec Margot Millot, chargée de prévention au sein de Ciel Bleu, que je vous propose de retrouver tout de suite. Alors,
Bonjour Margot Miot, merci tout d'abord d'avoir accepté notre invitation. Je vais vous laisser, si vous le voulez bien, vous présenter, puis présenter l'association Ciel Bleu et puis un peu ce qu'elle fait en termes d'activité physique adaptée. Donc il y a un grand nombre de questions, je vais vous laisser répondre après. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous voyez au sein de l'association Ciel Bleu les activités physiques adaptées? À qui elles s'adressent, ce type d'activité? Est-ce qu'elles sont bonnes uniquement pour le corps ou est-ce qu'il y a aussi des effets sur les troubles du comportement et les troubles cognitifs? Et enfin, est-ce qu'elles permettraient également aux aidants et aux aidés d'avoir une relation plus positive? Pouvez-vous nous en dire plus? Merci Margot pour toutes ces questions. Moi, je m'appelle Margot Miot, je suis responsable départementale de l'association Ciel Bleu sur le département de la Vendée depuis janvier 2005. J'y suis chargée de prévention, c'est-à-dire que j'exerce le métier d'enseignante en activité physique adaptée. L'association Ciel Bleu, elle développe des activités physiques adaptées, c'est son outil de travail pour maintenir la qualité de vie des personnes et dans le cadre du maintien de l'autonomie. Donc, nous intervenons pour prendre en charge des personnes seniors et des personnes avec des problématiques de maintien de l'autonomie. Et plus largement, nous intervenons à partir du moment où il faut adapter la pratique dans une visée de santé et de qualité de vie. Donc, nous intervenons dans la prise en charge des personnes avec des problématiques de maladies chroniques, par exemple, les seniors, et nous intervenons aussi dans le suivi des personnes au domicile pour qui l'accessibilité à la pratique en extérieur serait un frein, par exemple. Donc, l'impact de l'activité physique sur la qualité de vie, elle est essentielle puisque c'est un outil majeur au jour d'aujourd'hui dans le cadre de la prévention santé au sens large et elle a un impact qui est encore plus intéressant dans le cadre de la prise en charge de personnes fragilisées, isolées ou avec des problématiques multiples. La santé, on estime, nous, chez Ciel Bleu, que ça ne doit pas être un luxe et l'accessibilité à la pratique, que ce soit géographiquement ou que ce soit d'un point de vue du coût financier de la pratique, par exemple, ne doit pas être un frein. Et adapter, ça commence déjà par ça commence en fait par le fait d'adapter les lieux de pratique, les types de pratiques et de s'adapter à la personne avec laquelle on va pratiquer pour qu'elle puisse avoir les bienfaits de l'activité physique. Dans le cadre de la prise en charge des troubles cognitifs, simplement, l'activité physique va permettre de travailler au niveau neurologique sur le système, par exemple, de traitement central des données, sur la prévention des chutes, sur les systèmes de mémoire, donc la mémoire procédurale, qui est la mémoire du mouvement, la mémoire qu'on connaît davantage pour la mémoire sémantique, la mémoire des mots. Et on travaille aussi sur tout ce qui est système d'adressage en mémoire, donc ce qu'on appelle les mémoires à court, moyen, long terme. En réalité, on va travailler sur tous ces mécanismes qui permettent au cerveau de fonctionner correctement et d'être en interaction avec la motricité qui va avec. C'est-à-dire que quand je produis un mouvement, je fais une action dans la vie de tous les jours, il y a des informations qui reviennent jusqu'au cerveau qui sont traitées et qui donnent lieu à une réponse adaptée. Et effectivement, eh bien, la problématique arrive lorsque soit l'information n'arrive pas, arrive de mauvaise qualité, soit l'information n'est pas bien gérée ou la conduite motrice, c'est-à-dire la réaction qu'on a derrière, n'est pas assez fine, n'est pas appropriée ou n'intervient pas dans les bons temps. Dans le cadre de la maladie d'Alzheimer, on est sur une maladie avec une dégénérescence qui va toucher ces systèmes. Et donc, avec l'activité physique, les impacts positifs ont été scientifiquement démontrés. On permet à la personne de gagner en fait en qualité de vie, simplement parce qu'elle va pouvoir plus longtemps mettre en place ses activités de la vie quotidienne grâce à une capacité à se mouvoir, à pouvoir manger, s'habiller, avoir des activités sans que les troubles soit moteurs, soit cognitifs, prennent le dessus. On gagne des années de qualité et on va venir renforcer la capacité de tous ces mécanismes de fonctionner correctement.
Au niveau de la gestion des troubles, il y a aussi un autre aspect qui est important, c'est que lorsqu'on arrive dans des troubles cognitifs importants comme de la déambulation, de l'anxiété, mais aussi par exemple une personne qui ne souhaite plus rien faire, qui ne met pas en place d'initiative ou qui reste très passif, l'activité physique va permettre une dépense énergétique adaptée, contrôlée et sans risque. Elle va permettre aussi de venir juguler la déambulation si elle est trop forte, ou permettre de donner envie de faire une activité s'il y a une grande passivité chez la personne. On entretient évidemment le schéma corporel, ça permet de garder des repères. Où est mon bras par rapport à mon épaule, simplement comment je fais pour monter, descendre un escalier, monter dans une voiture, descendre d'une voiture. Et ça permet aussi enfin de venir lutter contre la fatigue, qui elle est très présente dans la maladie, et redonner du dynamisme à la personne. Ça, c'est une première chose qui est importante. Et donc, cette autonomie, elle permet d'être dans la vie quotidienne sur des actions importantes et qui font que vivre à la maison est possible et que le maintien à domicile est quelque chose qui est réalisable. Dans la relation aidant-aidé, ce qui est important de savoir, c'est que lorsque s'installe cette relation d'aidant-aidé, il y a forcément toujours l'idée de soin, de prendre soin qui prend le dessus à la relation sentimentale, sociale, qui était en place auparavant. Et le problème, c'est que ce serait dommage, et il est dommage qu'elles viennent lisser en fait justement ces relations-là. Ça permet de faire comprendre à la personne qui est le proche, qui est là pour aider, de comprendre que la personne est capable. On va renforcer tout ce qui est possible de faire, renforcer l'image positive de la personne et démontrer tout ce qui se fait bien et qui fonctionne. Donc, donner confiance dans ce qui est bien, qui fonctionne bien, et donc redonner une bonne image. Et pour la personne qui est aidée, ça permet de se montrer sous un bon jour, montrer qu'on est capable et pas être sans arrêt dans la démonstration de ce qui ne fonctionne pas. La problématique en France au jour d'aujourd'hui, et c'est le discours qu'on va entendre très largement autour, donc c'est normal qu'il soit copié et répété, on va venir estimer quelles sont les capacités qui sont perdues, quelles sont les capacités cognitives restantes, quels sont les impacts négatifs sur telle ou telle fonction de la personne, qu'est-ce qu'elle n'est pas capable de faire, comment elle fait, et donc dans quel cas est-ce qu'elle se met en danger ou pas, donc dans quel cas est-ce qu'on va venir en soins, etc. S'assurer qu'elle mange à l'heure, qu'elle prend ses médicaments, etc. Eh bien, la problématique, c'est que quand on est sur une estime aussi faible et aussi négative de la personne, on va renforcer que les aspects négatifs. Et donc, du coup, c'est dommageable aussi pour la relation aidant-aidé, mais surtout aussi pour la personne aidée qui, elle, est déjà face à la maladie et qui aimerait bien pouvoir montrer tout ce qu'elle sait faire et pouvoir être responsabilisée comme une personne normale et considérée comme un adulte cohérent et autonome, même si on sait bien qu'il y a certains aspects qui sont évidemment plus compliqués à gérer et qui vont s'étioler au fur et à mesure de la pathologie. Donc, l'activité physique, dans les activités spécifiques que nous mettons en place, que l'on appelle gym aidant-aidé, eh bien, on renforce en fait l'aspect positif de chacun des deux et remettre aussi en place une relation normale, une relation de coopération et non pas d'aidant-aidé, et une relation conjointe avec des moments d'écoute, d'échange, de rire partagé et un moment vraiment agréable à passer à deux pour renforcer l'estime de soi, le bien-être, évidemment aider à la gestion du comportement, mais c'est surtout conserver le lien social et montrer ce qui fonctionne. En outre, bien évidemment, derrière va se passer des activités de double tâche, de coordination, de maintien métabolique, qui là donc sont cachées à travers d'autres choses qui permettent de vraiment aller travailler sur l'estime de soi. C'est vrai que si je pouvais ajouter quelque chose, il y a un élément qui est important, et y compris pour le professionnel qui lui va venir encadrer la personne qui a des troubles neurologiques, c'est que si la personne qui prend en charge n'est pas persuadée qu'il y a et que l'on va entretenir et que l'on va venir développer des qualités
positives et des qualités de compréhension, des qualités d'activité, des qualités de communication. On est face à des personnes qui ont souvent beaucoup d'humour, qui ont envie de partager, qui sont avec des histoires de vie extraordinaires. C'est important aussi pour la personne qui intervient d'être consciente qu'il y a de la progression, qu'on va être bien sûr sur du maintien et qu'il y a évidemment des éléments à prendre en compte de fragilité. Mais c'est extrêmement intéressant et important et surtout impactant, c'est d'être soi-même persuadé des éléments qui sont possibles et ce vers quoi on va tendre et aller vers de la progression et pouvoir valider cette progression et l'acquis des compétences avec la personne. Parce que si on ne fait pas ça, déjà, ça va se ressentir dans la façon de poser les consignes, dans la façon de proposer les exercices ou alors tout simplement dans le langage corporel. Et ça va vraiment pas être bénéfique parce que ce qu'on recherche, c'est de faire ressentir à l'autre qu'il est capable, qu'il y a de la vie dans tout ça et que c'est ce qui compte le plus. Et que même si on a envie de prendre soin de quelqu'un, eh bien, cette personne, elle doit garder la main et elle doit être acteur de sa qualité de vie et avoir envie de vivre ces années avec la meilleure dynamique possible. C'est dur pour les proches aidants, parce que déjà, c'est pas leur métier, hein, mais même pour un professionnel, c'est que si on part du principe que de toute façon, ça va ne faire que être de la perte, que ça risque de s'étioler et que les complications vont s'enchaîner, en termes de motivation, c'est compliqué de rester motivé, soit dans l'accompagnement, soit dans sa profession. Et au bout d'un moment, on peut aussi être sur des circuits en se disant, ben, ça y est, j'ai fait le tour, je suis dans une routine. De toute façon, la personne, je vais l'accompagner jusqu'à la fin de vie. Et c'est la réalité de la vie de toute façon. Mais pour autant, je pense que ça peut vraiment aider les proches qui peuvent souvent se retrouver assez démunis, déjà parce que c'est pas leur métier, parce que il y a la perte de l'être qu'ils connaissent comme il l'était auparavant, et que ça change quand même la personne. Si en plus on peut leur permettre d'être dans quelque chose de positif, eux aussi dans l'accompagnement, ça permettra de ne pas s'épuiser, et je pense que ça peut être un vrai levier pour éviter l'épuisement. Merci beaucoup Margot Miot pour ces réponses très développées et très très intéressantes. Merci et à très bientôt. Je reviens vers vous Olivier Coupry, je suis désolé, je vous ai un petit peu interrompu tout à l'heure. Vous aviez en tête d'autres activités adaptées dont vous souhaitiez nous parler. Oui, alors là, après le ciel bleu, peut-être que ça va de pair, je vous propose d'aller en Bretagne, dans le Morbihan, pour une initiative qui concerne la randonnée pédestre. Alors une initiative qui a été montée en partenariat justement avec Ciel Bleu et l'association France Alzheimer Morbihan, donc qui a consisté à mettre en place 3 groupes de randonnée d'une dizaine de personnes chacun dans 3 secteurs du département et donc qui a permis en fait d'avoir ce rendez-vous hebdomadaire stimulant physiquement mais pas uniquement. Il faut souligner aussi que c'est une initiative qui est à l'origine, qui a été demandée par les personnes malades et leurs proches aidants. Donc ils ont vraiment été à l'origine de cette initiative. Et donc, si vous voulez, il y a avant chaque randonnée un repérage en amont du parcours qui est fait par les encadrants en fonction des capacités physiques et des souhaits des personnes qui vont participer. Alors là, j'ai un exemple en tête, c'est un monsieur qui avait un problème à l'œil et qui avait une peur panique dès qu'il se retrouvait en hauteur. Et par exemple, pour ce monsieur, eh bien, le parcours a été choisi sans dénivelé pour justement lui permettre aussi d'être dans un sentiment de réussite et de ne pas être confronté à ses peurs. Alors, comment se passe une randonnée? Au début, vous avez un temps d'échauffement, des exercices, d'assouplissement, de renforcement musculaire, et pour vous mettre en jambes, une façon de dire les choses. Et ensuite, le parcours commence entre 1 heure, 2 heures. Alors c'est à la fois un parcours qui permet de se reconnecter avec des paysages qu'on a pu connaître dans son enfance, ces paysages bretons, mais aussi de faire des découvertes en allant découvrir de nouveaux lieux, puisqu'on peut encore faire des découvertes à tout âge, bien entendu.
Et alors, les jours de pluie, eh bien, l'association a prévu des séances de gym douce en intérieur. Donc, vous voyez, ils ont pensé à tout. Et alors, l'intérêt, il y a plusieurs intérêts de cette initiative, mais c'est vraiment une initiative qui permet aux gens de sortir de leur isolement, sortir de leur confinement, et d'autant plus là, avec le Covid, leur confinement à domicile, avec ou sans le proche aidant, qui est libre ou pas de participer. Il est souvent là la première séance pour se rassurer, mais il voit très bien que l'ambiance est bonne et que voilà, il peut aussi lâcher prise à certains moments. C'est un temps de répit pour lui et pour, bien sûr, la personne qui l'accompagne. C'est un temps d'interaction sociale. C'est la possibilité aussi pour des personnes malades qui sont parfois plus en forme que leurs proches aidants, eh bien, de pouvoir faire le sport, la marche, qui est parfois une vraie habitude de vie, qu'ils n'avaient plus la possibilité de faire. Et je soulignerais aussi un élément assez inattendu, mais qui est un signe de réussite et d'appropriation. L'un des groupes de randonnée s'est spontanément mis à ramasser les détritus qui étaient sur le sentier, laissés par des randonneurs peu scrupuleux, et s'est mis aussi à sensibiliser les gens qu'il rencontrait sur les sentiers, et finalement a su associer au plaisir de la marche un véritable rôle d'action citoyenne et environnementale, en prenant soin des sentiers qu'ils parcouraient. Donc ils ont été un peu au-delà de ce qui était initialement prévu, et on peut dire qu'il y a eu à la fois réappropriation de leur corps, réappropriation de leur territoire, et finalement aussi de leur place en tant que citoyen. Voilà. Ça, c'est donc une initiative voilà, qu'on pouvait souligner. Il y en a d'autres. Je pensais, peut-être si nous avons encore oui, un petit peu de temps. Eh bien, écoutez, on était en Bretagne. Je vous propose maintenant d'aller plutôt dans le Grand Est, à Mulhouse, où là, il y a une initiative qui a été mise en place par un accueil de jour, la maison Steinel, en partenariat avec un club de basket local, les Panthères de Mulhouse, du basket féminin. Et qui a consisté à organiser une séance hebdomadaire de basket pour une douzaine de personnes, alors plutôt des malades jeunes, hein, qui pouvaient avoir des troubles assez avancés, mais qui étaient physiquement en capacité de pratiquer le basket. Donc activité un peu plus inhabituelle pour le coup, avec donc là aussi une approche très structurée, des préalables hein, à respecter pour le bon fonctionnement, avec un encadrement adapté et suffisant, du matériel aussi adapté. Alors ça peut être des gros ballons, je crois qu'on va avoir une vidéo, on va les voir passer ces gros ballons, des paniers aussi plus petits pour le coup à taille amovible, et puis tout un travail d'exercice par les dribbles, les passes, les shoots, donc un travail sur l'amplitude du geste, un travail sur la force musculaire, sur l'équilibre. Et au-delà de tous ces aspects physiques et cognitifs aussi, hein, on l'a évoqué tout à l'heure, eh bien, il y a aussi une dimension qui peut être intéressante à souligner, qui renvoie plutôt à la dimension d'inclusion sociale. C'est que, en fait, cette initiative a permis un véritable sentiment d'appartenance, enfin, l'émergence d'un sentiment d'appartenance chez les pratiquants. Et c'est-à-dire qu'on fait à la fois partie d'une équipe, d'un groupe qui pratique le basket, mais aussi d'un club. Et ça a donné lieu d'ailleurs à une dénomination spontanée par les participants qui se sont eux-mêmes appelés les Panthères seniors. Et si vous voulez, ça a des effets très valorisants et très positifs pour l'estime de soi, parce que c'est plus la grand-mère ou le grand-père qui vient avec sa maladie d'Alzheimer à son entraînement, c'est le sportif qui fait du basket, qui ne va pas à l'accueil de jour, qui va à son basket. Et au moment des matchs de l'équipe première, eh bien, devant leur famille, leurs enfants, leurs petits-enfants, ils ne sont pas du tout incognito parce que les joueuses de l'équipe première les reconnaissent, viennent les saluer et les appellent par leur prénom. Donc tout ça, c'est autant de moments aussi qui renforcent le sentiment d'appartenance et bien sûr qui sont très bons à vivre et qui valorisent beaucoup ces personnes auprès de leur famille aussi, quoi.
Ah oui, ça doit être quelque chose de très intéressant et on va voir d'ailleurs une vidéo sur cette pratique du basket. Mais juste avant, nous avons une question d'une auditrice qui nous demande où on peut trouver justement toutes ces associations, toutes ces activités pour les personnes qui aimeraient inscrire leurs proches par exemple, les associations comme Ciel Bleu. Où est-ce qu'on peut trouver, est-ce qu'il y a un annuaire, un site internet qui permet de trouver toutes ces associations? C'est une question de Caroline de Charenton-le-Pont. Oui, alors je pense que les coordonnées peuvent se trouver assez facilement sur Internet. Il est possible aussi de se rapprocher de l'association France Alzheimer locale, par exemple, ou de structures de coordination gérontologique qui peuvent aussi avoir une connaissance de ce qui se fait sur le territoire. Cette personne peut aussi nous contacter et on peut aussi à la Fondation, tout à fait. France Alzheimer, Fondation Amérique Alzheimer, Ciel Bleu, je pense qu'on peut le trouver également. Ciel Bleu est très reconnu et connu, oui, tout à fait. Merci bien. Merci Olivier Coupry d'avoir accepté notre invitation. Pendant que vous quittez le plateau, nous allons donc voir cette petite vidéo sur le basket santé auprès des malades jeunes, initiative lauréate du prix donateur 2019 de la Fondation Médéric Alzheimer. Merci Olivier. Merci à vous. De la ville de Mulhouse, le soutien du club des Panthères de Mulhouse et donc la maison Steinel. L'idée c'est de pratiquer de l'activité physique adaptée avec donc les personnes de la maison Steinel, certaines personnes donc étant atteintes de la maladie d'Alzheimer. L'idée c'était effectivement de permettre à certaines personnes de reprendre une activité. Les aidants étaient là pour effectivement accompagner sur des parcours motricité, sur le travail de tir, sur le travail de dribble, sur le travail de passe. C'est des personnes qui sont très changeantes et du coup le fait de mettre une activité comme ça sur une routine, déjà ça leur permet de s'habituer et pour eux de faire partie de leur quotidien. Il faut qu'ils pensent à emmener leur sac avec leurs baskets, remettre ces baskets, faire les lacets. Par rapport à la motricité, on a pu voir qu'ils arrivaient un peu mieux à se coordonner dans l'espace et au fil du temps aussi à respecter les consignes qui étaient données. C'est un gros plus parce que du coup c'est vrai que nous les voyons que sur une journée et je pense que ça peut être bénéfique pour eux à domicile chez eux. Comme dit, je vais 2 fois chez le kiné, donc ça me complète, on fait d'autres exercices. Ça occupe des jeunes journées au lieu d'être le nez devant la télé. On fait des passes, beaucoup de passes, de la plus petite balle à la plus grosse balle. Ben, ça m'a apporté beaucoup d'énergie, ça m'active un peu, ça motive aussi. On a été obligé de leur demander d'aller voir leur médecin traitant pour avoir un certificat médical. Du coup, ils revenaient avec ce certificat pour me le donner. Bah, vous voyez, je suis apte. On a dit que je pouvais faire du basket, donc déjà pour eux, voilà, l'estime de soi, j'en parlais avant, mais c'est important. Ça a permis aussi de créer dans ce groupe du samedi une vraie entraide. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que si un perd son ballon, l'autre va tout de suite aller lui chercher voilà, en voulant bien faire. Et ça, vraiment, l'ensemble de l'équipe a trouvé que c'était très riche. Ça leur a beaucoup apporté aussi dans cet esprit de groupe, quoi, hein. Voilà, j'accueille à présent notre second invité, Renato Valkowiak du Levallois Sporting Club. Nous venons de parler du basket, maintenant nous allons nous intéresser au tennis de table, au ping-pong. Bonjour Renato, merci d'être parmi nous. Bonjour Christophe, je suis ravi d'être parmi vous et surtout merci pour l'invitation. Je vous en prie. Vous êtes entraîneur sportif et fondateur de Pink for Alzheimer, donc du ping-pong. Alors ma première question c'est très simple, qu'est-ce que c'est que Pink for Alzheimer ? Et puis, comment est né ce projet? Expliquez-nous. Alors, Pink for Alzheimer, c'est une thérapie non médicamenteuse, donc grâce au tennis de table, pour lutter contre la maladie d'Alzheimer. Donc, au tout début, c'est apparu comme une évidence quand on a commencé à voir paraître pas mal de publications autour d'une recherche de l'activité cérébrale après une séance de tennis de table. Donc, en fait, il y a eu quelques études au Japon
et une étude notamment en Angleterre en 2015 qui a changé la donne, qui a été assez populaire dans le milieu du tennis de table. Et on remarquait que le cerveau des participants avait 5 zones du cerveau qui étaient très stimulées après une séance de tennis de table. Et la zone la plus stimulée de toutes, c'était l'hippocampe. Et donc l'hippocampe, c'est une des zones les plus touchées par la maladie d'Alzheimer. Et chez certaines personnes, on voyait même l'hippocampe grossir un tout petit peu. Donc en fait, ils ont lancé comme ça des activités de tennis de table dans un EHPAD. Donc comme l'Angleterre a un système associatif qui n'est pas le même qu'en France, c'est fait de façon très commerciale. Donc nous, on s'est dit, bah, nous, on est un club de tennis de table parce qu'à la base, moi, je suis le manager du club de Levallois. Et on veut mettre le sport à sa place dans la communauté. On veut vraiment que cette association, ce club, prenne une part autre que simplement encadrer des enfants, de la formation, de la compétition. Et surtout aider les personnes un peu différemment grâce à une aventure sportive. Donc j'ai travaillé, donc ça a commencé en 2018, j'ai travaillé un peu le contenu du programme avec un kiné et une psychologue, sur tout ce qui était le contenu propre de la science, mais surtout l'accueil, l'accompagnement humain, que ce soit des malades ou des aidants. Et en fait l'idée c'était de vraiment avoir ce côté inclusif au sein d'une association et pas simplement que ça soit une activité parmi tant d'autres. Donc les malades vont venir au tennis de table, mais ce n'est pas comme s'ils allaient à un rendez-vous chez l'orthophoniste, même si je n'ai rien contre les orthophonistes. Ils ne vont pas venir que pour une pratique technique ou une stimulation particulière. Ils vont venir pour partager un moment de vie. Donc c'est des créneaux qui sont assez longs, c'est des créneaux de 2 heures, où le malade peut arriver un peu en retard, c'est pas grave, il peut partir avant s'il est un peu fatigué. S'il y a des problèmes de logistique avec les aidants, avec 2 heures, on arrive quand même à s'en sortir. Et l'idée, c'est un petit peu ce qu'a dit M. Coupry tout à l'heure, c'est une inclusion où la personne va faire de ce club le sien. Donc, il va avoir sa carte de licencié, carte d'adhérent. C'est un club où il va venir 1 ou 2 fois par semaine, avec l'aidant ou pas aussi, et va pouvoir s'approprier ce lieu. Donc, ce rapport de confiance, c'est très important. Et je pense qu'une association est propice, c'est un lieu vraiment propice pour développer ce genre de contact avec les malades. Donc voilà, donc le programme est né comme ça. En 2018, on a commencé avec 4 familles. Ça a été très progressif. Et ensuite, il y a la structure France Alzheimer locale qui nous a contactés, qui nous a demandé de venir essayer pour voir si on ne faisait pas n'importe quoi déjà avec les malades, s'ils avaient raison. Parce qu'on le faisait en toute bienveillance. On avait juste notre psy qui était là pour veiller un petit peu à la façon d'aborder les personnes. Et ça a été un succès immédiat. Les malades comme les aidants ont voulu revenir dès la semaine suivante. Et le groupe s'est étoffé. Et là, actuellement, on a 2 créneaux, 2 fois par semaine, de 30 personnes à peu près. Donc, dans les 30 personnes, il y a malades, aidants, quelques bénévoles, mais on ne les compte pas. On est un groupe de pratique, on est tous ensemble et ça se passe super bien. Très bien. Mais c'est vrai que 2 heures, c'est assez long quand même. Oui, c'est long. Mais en fait, l'idée, c'est qu'on ne voulait pas que ça soit une contrainte parce qu'on a un créneau en fin de matinée et on sait que certains malades font un peu de grasse mat ou sont un peu lents le matin et on ne veut pas que se préparer pour l'activité génère un stress supplémentaire. On veut vraiment qu'ils arrivent. S'ils arrivent une demi-heure en retard, ce n'est pas grave, ils s'intègrent dans la séance. Il y a vraiment leur rythme qui est pris en compte. Au sein des séances, je ne sais pas si on en parlera tout à l'heure, mais au sein des séances, il y a vraiment tout un travail sur l'accueil, le temps de discussion qu'on a avec les personnes à chaque fois. Et encore, les aidants aussi sont comptés dans le groupe. C'est-à-dire que pour nous, discuter avec un aidant, c'est aussi important que de parler avec un malade d'Alzheimer. Et il y a toute une partie sur des jeux d'équilibre qui nous permettent justement de travailler la proprioception pour essayer de retarder au maximum les premières chutes, que ce soit chez eux dans la rue. Et donc, ce travail de proprioception va nous permettre de leur parler un peu plus personnellement, on les prend un par un, on va discuter un peu plus avec eux. Et surtout, c'est un travail qu'on ne va pas imposer. C'est-à-dire que c'est des jeux d'équilibre qui vont s'intégrer dans leur séance. Si un malade est très fatigué ce jour-là, il ne fera pas. Si on a un qui est très emballé dans le jeu parce qu'il est venu jouer avec un proche, on va le laisser. Donc, en gros, il y a un contenu très spécifique avec des séances, avec un contenu assez précis parce qu'en fait, il faut qu'on trouve la bonne stimulation pour que ça lui fasse du bien au niveau cognitif.
et surtout une pratique qui reste agréable sans le mettre en échec. Donc en gros, on essaie vraiment d'allier tout ça au sein de la science, avec le groupe, avec les aidants qui sont là. Tout le monde a sa place et ne pas imposer une contrainte. D'accord. Oui, c'est vraiment une approche globale, on va dire. Voilà. Alors, les bienfaits, on voit au niveau de l'hippocampe, on l'a vu avec la recherche scientifique, là, c'est très intéressant. Vous avez parlé de la proprioception, donc au niveau de l'équilibre. Quels sont les autres atouts, les autres bénéfices que vous avez remarqués concrètement dans cette pratique? Alors en fait, la pratique sportive, déjà en elle-même, elle a des gros bénéfices. Vous l'avez dit en introduction, au niveau du cerveau. Donc l'activité physique, c'est un petit peu la base de ce programme. Donc les personnes, pendant 2 heures, elles marchent, elles jouent, elles ramassent des balles, elles discutent, on fait des jeux d'équilibre. Donc il y a une vraie activité physique adaptée. Ensuite, il y a la stimulation cognitive. Il y a un neurologue américain qui a encore publié il y a 2 ans disant que le tennis de table était un des sports qui stimulait le plus le système cognitif par la vitesse du jeu et par aussi la variation de trajectoire, que ce soit avec des effets, sans effet, lent, rapide, haut, bas. Il y a une constante adaptation en mouvement et ça stimule énormément le système cognitif. Et le dernier gros avantage qu'il y a dans ce programme-là, c'est que comme c'est au sein d'une association locale, on a ce côté inclusif qui est très fort, où on va venir et puis avoir une vie sociale que l'on avait perdue, que ce soit pour l'aidant aussi, qui s'est un peu éloigné aussi de ses pratiques personnelles, comme le malade. On a même certains aidants, quand il y a ce moment très difficile, qui est de placer la personne en accueil de jour ou en EHPAD, certains aidants qui continuent à venir au ping-pong. Donc, sans la personne. Sans la personne. D'accord. Donc en fait, il s'est créé vraiment un groupe avec une vie propre et les personnes prennent vraiment plaisir à venir. Donc pour l'instant, on est très contents. Donc ça fonctionne très très bien. Et donc il y a des joueurs qui sont malades, des joueurs qui sont non malades, les aidants, comment est-ce que ça s'organise tout ça? Il y a une bonne ambiance entre tout le monde? Oui, alors donc là j'en parle assez rapidement parce que effectivement il y a une très bonne ambiance, mais ça se prépare quand même. Ouais. C'est-à-dire qu'au départ, nous on voulait vraiment inclure ce groupe au sein d'un groupe de retraités qui pratiquaient déjà, parce que le côté inclusif est important pour nous. Ouais, voilà. Donc il fallait préparer le groupe déjà existant, leur dire il y a un autre groupe qui va se greffer, parce que il y a un réel intérêt pour eux et pour nous pour créer une activité supplémentaire. Pour eux, c'est très bénéfique en termes de sport santé. Et cette inclusion, elle s'est faite, mais au départ, en préparant le terrain. C'est-à-dire qu'il fallait que les personnes qui soient déjà sur place ne voient pas les personnes comme dire, bah, tiens, ils prennent nos tables, ah, tiens, ils nous prennent du temps de notre entraîneur. Donc, il y a une vraie préparation dans l'encadrement et dans l'adhésion du groupe existant à ce nouveau projet. Donc ça a plutôt bien fonctionné. Donc régulièrement, on a des personnes qui sont non malades qui viennent participer et jouer avec des personnes qui sont malades. Et il y a un vrai regard qui change sur cette maladie d'Alzheimer qui souffre d'énormément de clichés. Donc il y a une super ambiance. Certaines personnes restent un peu dans leur ping-pong habituel, ils ont leur habitude, mais on ne force personne. Le but, c'est vraiment que ça soit très progressif. Et les aidants, encore une fois, ceux qui veulent, ils peuvent déposer la personne et repartir et avoir leur petit moment pour la logistique. Et d'autres qui restent avec nous, d'autres qui restent 1 semaine sur 2. Et là où c'est très intéressant, c'est que pendant les vacances scolaires, on demande aux malades de venir avec leurs petits-enfants. Et en fait, ça nous permet d'avoir une reconnexion sociale avec les petits-enfants qui, quelquefois, ne savent plus comment s'adresser à leur grand-père qui est malade. Ils se sentent un peu mal à l'aise ou ils ont peur d'être maladroits. Là, on se reconnecte. On fait du ping-pong, on rigole 30 minutes et c'est un très très bon moment de partage. Ah bah, j'imagine, mais on voit que toutes les facettes, tous les leviers les plus intéressants pour l'accompagnement sont présents. Très bien. Et pendant le confinement, les 2 confinements, vous avez pu continuer à les faire venir, ces personnes? Alors, on a eu de la chance pour la 2e phase de confinement, que le ministère a décrété que le sport sur ordonnance était prioritaire. Donc, les groupes ne se sont pas arrêtés. Donc, depuis presque 1 an, le groupe continue à fonctionner normalement. Donc, la seule différence,
c'est que le groupe qui était là en complément avec des retraités, groupe classique, eux, ils ne peuvent plus venir, parce qu'ils ne sont pas sur sport sur ordonnance. Mais les aidants peuvent les accompagner. Les malades peuvent venir 2 fois par semaine et ça continue. Par contre, là où on a vu vraiment des effets très néfastes du confinement, c'est au premier confinement au mois de mars 2020. 2 mois d'arrêt, on a eu quasiment sur les 16 ou 18 malades qu'on avait à cette époque-là, on en a eu au moins 5 qui ont une régression très très forte. Donc on ne sait pas si c'est vraiment que l'activité physique qui préservait ou si c'est un ensemble de choses. Mais c'est là qu'on voit que toutes les activités, quelles qu'elles soient, sont très très importantes au quotidien. Donc que vous aimiez faire du ping-pong ou pas, ou que vous aimiez faire de la marche, ou que vous aimiez faire je ne sais quoi d'autre, il faut pratiquer une activité. C'est une base, il faut le mettre dans sa routine de la semaine. Parce que nous, on est en première ligne, on a vu les problèmes qui sont survenus après un arrêt de 2 mois, et ça a été vraiment catastrophique. Donc si dans un monde sans médicaments, on se disait que le sport c'est un peu la priorité, je pense que ce serait la bonne voie à suivre. Oui, effectivement, je vous rejoins. Hein. Plus on fera de sport, d'activités adaptées, mieux ça vaudra pour les troubles cognitifs. Merci beaucoup, Renato Valkowiak. Bravo pour cette initiative. Cet échange très très intéressant. Encore une chose peut-être? Oui. Alors, juste pour le programme Pink for Alzheimer, c'est un programme qui va maintenant se déployer au niveau national. D'accord. Donc, pour les personnes qui regardent qui ne sont pas en Île-de-France, vous allez avoir accès à ce programme dans différentes villes de France. Donc, en se connectant sur... déjà les premières villes qui vont être concernées? Oui, il y a Le Mans, il y a Lyon, il y a Nantes, il y a une ville dans le Nord, je ne me rappelle plus. Il y a il y a une dizaine de clubs qui ont déjà ouvert. D'accord. Donc, très bien. Vous vous connectez sur pinkforalzheimer.com sur le site. Et sur le site et vous nous contactez. Comme ça, on peut vous guider. Et il y a de plus en plus de clubs qui sont intéressés pour lancer la démarche parce qu'ils y trouvent vraiment un rôle social très fort. Et puis, ils se sentent utiles différemment. Voilà. Donc, merci beaucoup. Message passé. Merci. Merci Renato. Notre émission se termine. Retenons l'intérêt très positif et utile du sport et des activités adaptées pour les personnes âgées et les personnes avec des troubles cognitifs. Donc les observations, les études, les expérimentations et même toutes les initiatives que nous avons vues comme Pink for Alzheimer, comme Ciel Bleu, ça constitue vraiment peut-être un tournant dans la prévention et dans l'accompagnement des troubles cognitifs et de la maladie d'Alzheimer. Car nous ne sommes pas un esprit séparé du corps, un cerveau qu'il faudrait réparer, soigner, stimuler, à côté d'un corps qui resterait assis. Non, tout à l'inverse, plus notre corps va bouger, plus il sera sollicité de manière adaptée et plus notre cerveau en ressentira les bienfaits. Cette émission est à présent terminée. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour un nouveau J'y pense et puis j'oublie avec Delta 7 et la Fondation Médéric Alzheimer. Nous parlerons dans la prochaine émission des interventions non médicamenteuses avec par exemple l'orthithérapie. Bonne soirée à vous et puis faites du sport.